Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Medina sur ce plateau. Frédéric Medina, tu es déjà venu à plusieurs reprises ici, chez Pure Santé, mais là tu viens pour une raison bien précise. Tu viens pour présenter ton livre Après la mort, l'histoire vraie d'un patient qui est revenu, paru donc aux éditions Pure Santé, et on va en parler ensemble parce que ce livre, il est quand même assez extraordinaire. Alors évidemment, ce livre, il parle de ton expérience de mort imminente, dont tu as eu l'occasion déjà de nous parler à plusieurs reprises et dans différentes interviews aussi, en dehors de chez Pure Santé. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui sont passionnantes dans ce livre, qui peuvent apporter, je pense aussi, pour les gens qui n'ont pas, comme toi, vécu ce genre d'expérience particulière. Et c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup qu'on en parle un petit peu, qu'on présente ce livre ensemble et que tu nous dises aussi un petit peu la genèse de ce travail. Avant, j'aimerais préciser un point important. À l'origine, t'es pas un mystique, t'es pas un religieux, t'es pas quelqu'un qui avait pour ambition de parler de ce genre de choses. Et donc, tu confirmes que tu as toujours été quelqu'un de très terre-à-terre et tu t'attendais pas du tout à vivre ce genre d'expérience. Oui, complètement, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois amené à vivre cette expérience de mort imminente? Alors l'expérience en elle-même, oui, du coup, suite à un souci médical, en fait, une péricardite et pneumopathie, en fait, j'ai été opéré et avant même qu'il se passe quoi que ce soit dans l'opération, j'ai vécu cette expérience de mort imminente. Je suis sorti de mon corps et j'ai voyagé, comme on dit, dans l'au-delà. Et je suis revenu avec ça, en fait, depuis. Et voilà, et l'idée de ce livre, c'était vraiment de transcrire dans un premier temps pour moi mon expérience, parce que j'avais qu'une peur ou une crainte, c'était de l'oublier. Mais en fin de compte, c'est faux, parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu les expérienceurs, mais on ne l'oublie pas, enfin, c'est marqué au fer rouge, chaque instant de cette expérience-là est en moi, en fait, même pas en mémoire, elle est en moi. Et du coup, voilà, mais en tout cas, la base de ce livre, c'était vraiment fait pour ça. Pour avoir un support et pouvoir relire mon expérience de temps en temps si toutefois j'étais amené à l'oublier. Donc voilà. Que la base, c'est vraiment pour toi que tu l'as écrit, Oui. il n'y avait pas d'ambition de le publier? Absolument pas, non, parce que je suis quelqu'un, déjà, si ma prof de français, collège, lycée, pouvait me voir, on dirait, lui, écrire un livre, c'est quand même assez surprenant. Non, je suis quelqu'un qui lit très peu, j'écris très mal, je rigole avec ça, je fais une faute d'orthographe par lettre, en fait, donc voilà, c'est vraiment, c'est pas mon truc, mais j'ai été quand même aidé donc par ma compagne Sabine là, pour la correction, la remise en place de tout ça pour que ça soit en fait quelque chose qui se lise plus facilement que ce que j'aurais pu faire moi tout seul. Parce que c'est vraiment mon témoignage pur et simple en fait. Il n'y a pas de romance, il n'y a pas de... Ce que j'ai vécu, je le transcris. Et voilà, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin en même temps de le romancer parce que quand on lit ton récit d'expérience, c'est déjà tellement incroyable, tellement extraordinaire que je pense que si on voulait inventer, on ne pourrait pas faire mieux, quoi. Ça serait pas beaucoup de place, ouais. Enfin, j'ai vraiment voulu le livrer comme ça, ce que je te disais tout à l'heure. J'aimerais aussi pouvoir mettre des images aussi sur toutes ces choses, parce que tu mets des mots, même quand je fais des conférences ou là des interviews filmées, je peux raconter mon expérience, effectivement, mais j'ai l'impression... Bien souvent, les gens peuvent aussi créer leurs images à eux. Et ce que j'aimerais, moi, c'est que ça puisse être le plus juste possible. Et voilà, c'est pour ça que je cherche à faire tout ça aussi. Vraiment. Alors Frédéric, on ne va pas revenir sur la totalité de ton récit, parce que tu le fais déjà très très bien dans ce livre. Donc les personnes qui sont intéressées pourront le commander, le lire et découvrir toute ton histoire. Mais je pense que ça vaut la peine quand même de revenir sur quelques anecdotes, histoire de montrer un petit peu à quel point c'est assez extraordinaire ce que tu as vécu. Je pense notamment, durant cette expérience de mort imminente, tu as voyagé à des kilomètres et des kilomètres de la salle d'opération. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Oui, j'ai voyagé au Mexique. C'est un souvenir que j'aime bien raconter. Enfin, ça fait assez rire dans les conférences parce que juste avant ce voyage, j'étais seul dans cet environnement blanc. Et je me suis demandé, à un moment donné ou à un autre, si le soleil brillait au-dessus des pyramides au Mexique. Et je n'ai pas eu le temps de vraiment d'attendre une réponse. Je me suis retrouvé immédiatement là-bas.
Donc vraiment, une cité, je suis arrivé là-bas j'aime assez dire ça, comme un super-héros. Et j'ai traversé toute la cité, je me suis assis dans un angle à gauche de la pyramide de la Lune. Ça, j'ai su après parce que je ne savais pas vraiment précisément où j'avais été. Mais je me suis assis sur cet angle-là, sur la pyramide de la Lune. En regardant au sol, j'ai observé un petit une petite fleur jaune sur laquelle il y avait un papillon blanc. Et en arrivant, j'imagine déplacer de l'air ou le déranger, et donc il s'envole. Je le suis du regard, ce qui me permet de regarder en fait le ciel. Je m'aperçois que le soleil brillait en fait sur la pyramide. Ça venait répondre à ma question en fait, et ça m'a renvoyé directement dans cet environnement blanc, dans lequel j'étais seul. Et j'aime bien dire ça parce que quand je suis revenu de voyage au Mexique, eh ben, j'ai été accueilli par mon grand-père. Donc voilà, c'était un petit peu la petite anecdote là. C'est à partir de ce moment-là que je l'ai vu, lui, en tout cas. Et avec ton grand-père, alors à ce moment-là, il y a tout un dialogue qui se met en place, c'est une rencontre. Donc ton grand-père qui était donc décédé depuis plusieurs années. En 1984, oui. Et mon expérience est de 2009. Et donc, bah oui, je le vois, et j'aime bien dire ça, de mon retour du Mexique, en fait, je vois mon grand-père. Et j'étais dans un état un peu euphorique, enfin voilà, plein de joie, et en tout cas de le revoir, c'était vraiment formidable. Et lui, par contre, il n'était pas dans la même dynamique que ça, quoi. Il m'a vraiment dit, bon, je m'aperçois que tu apprécies l'environnement, c'est ok, mais t'es pas là pour ça, il faut retourner. Donc à ce moment-là, j'ai commencé un peu à dire non, pourquoi, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui se sont mis en place derrière ça. Sur les voyages, j'ai été aussi à la maison, j'ai été oui, donc ça sur des envies en fait. Et d'ailleurs, et ça c'est aussi assez troublant, hein, surtout quand on est un esprit un peu cartésien, c'est qu'il y a différents endroits où tu es allé, tu as vu des situations se dérouler à ce moment-là, qui ont été confirmées par la suite, donc elles ont bien eu lieu au même moment que tu faisais cette expérience. Oui, c'est comme je dis en fait, dans l'expérience de mort imminente, on se retrouve dans un sas blanc. Enfin, j'appelle ça sas, mais on ne sent pas de limite, hein, voilà, il y a vraiment un sas blanc dans lequel on n'apparaît pas nous-mêmes. Hein. J'explique vraiment que je bougeais mes mains, je sentais le courant d'air filer entre mes doigts, c'est ça qui me construisait quelque part. Et quand on a une envie, une idée bien particulière, après ça se matérialise. Vraiment, là, à ce moment-là, j'ai eu envie de voir mes enfants, je me suis retrouvé à la maison et j'ai vu mes enfants. Par contre, un autre voyage, c'est comment dire, ma mère en fait parlait de moi en fait à ce moment-là, et là c'est elle qui m'a attiré à elle. En fait, c'est pas moi qui ai eu envie, mais j'ai été attiré par elle. Et là, ça s'est matérialisé aussi. Enfin, et après ça, tu retournes dans ce fameux sas, enfin voilà, cocon dans lequel on est bien, quoi. Enfin, voilà. Si on reprend l'exemple justement où tu as été attiré par cette situation avec ta mère, que tu racontes à la page 29 de ton livre, est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu ce que tu as vu et aussi comment ça a été confirmé par la suite, parce que ta mère a mis du temps avant d'admettre que ça s'était bien passé, hein. Oui, alors elle a mis du temps parce que ça lui a fait peur de savoir qu'à un moment donné ou un autre, je me suis retrouvé derrière elle en fait. Donc elle était dans le cabinet de mon médecin traitant. Et ça fait un long couloir, la salle d'attente là sur la droite, à gauche le secrétariat. Et le médecin était en face dans l'angle de sa porte. Et donc ma mère était là en fait à décharger un peu une colère, une angoisse, des peurs sur le médecin en disant vous avez géré ça n'importe comment, enfin il est entre la vie et la mort, il aurait pu être pris en charge plus tôt, enfin voilà, il y avait tout un tas de choses comme ça. Et elle m'attirait parce que, enfin elle m'a attiré à elle parce qu'il y avait de l'émotionnel, mais vraiment plus quoi. C'est ce que je dis aux gens aussi quand on est en phase de deuil ou des choses comme ça. On pense très fort à une personne, ça m'en fait des frissons partout. Elle vient à nous en fait, elle vient nous entourer. Et c'est pour ça que j'y pensais aussi quand vous êtes dans des situations comme ça. Essayez des choses joyeuses ou un peu apaisées. Parce que là, pour le coup, elle était très en colère par rapport à ce qui se passait. Et moi, j'arrive derrière elle comme ça et je lui dis, je m'entends encore lui dire, écoute, non, laisse, c'est pas lui, il y est pour rien, et voilà. Mais elle m'entend pas, elle m'écoute pas parce qu'elle m'entend pas en fait.
Même à la maison, en fait, j'ai parlé avec mes enfants, avec leur mère aussi. Personne ne me calculait. J'ai eu cette impression d'être derrière une vitre blindée, comme dans un aquarium, en fait. À y être très bien, en fait. À observer les autres, mais à ne pas pouvoir communiquer avec eux, en fait. Et après ça, pas à ce moment-là, mais vraiment après ça, j'aurais aimé croiser un médium, je t'ai déjà dit plusieurs fois, pour pouvoir communiquer avec cette personne. Et du coup, après coup, même retourner le voir pour dire, vous vous rappelez de telle et telle situation. Enfin, c'était moi que vous aviez, voilà. Donc, oui, je ne sais plus trop pourquoi je te dis ça, mais voilà, ces déplacements, ils sont voulus ou subis, mais en tout cas, ça se matérialise comme je peux te voir là aujourd'hui dans le studio. Mais sauf que les communications sont pas bonnes. Enfin, on est vraiment chacun d'un côté voilà, des choses. Je précise quand même qu'à ce moment-là, donc ton corps, il est toujours en salle d'opération. Ouais. J'imagine que les médecins essayent de le réanimer, etc. Et pendant ce temps, c'est ton esprit qui voyage et qui se rend dans ces différents lieux auprès de tes proches. Alors, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu forcément de réanimation et tout ça. Enfin, c'est vraiment important de pouvoir parler de ça aussi. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti du coma de l'hôpital et que j'ai commencé à pouvoir parler un peu de tout ça, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que je suis mort? Et un médecin, en fait, il ne va pas te dire oui, oui, monsieur, vous êtes mort et on vous a réanimé et tout ça. Et voilà. Donc, pour tranquilliser ou pour rassurer un peu le patient, on m'a dit non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Donc, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, oh, mais si je ne suis pas mort, tout ce que j'ai vécu, c'est du rêve ou du fantasme ou des choses comme ça. Et sur une conférence, en fait, j'ai un chirurgien cardiaque en fait, qui assistait à ma conférence. Et il m'a expliqué tout ça, en fait. Et c'était très bien parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas sûr, je n'ai pas fait d'arrêt cardiaque parce que j'ai réussi quand même à avoir un petit peu un regard sur mon dossier médical. Et il n'y avait pas d'injection d'adrénaline, en fait, dedans. Et donc, pas d'injection d'adrénaline, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque. Donc, s'il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque, il n'y a pas eu de mort. Et tout ça, en fin de compte, reste que du fantasme ou des choses comme ça. Lui, il m'a expliqué autre chose. Il m'a dit, la péricardite, en fait, elle comprime le cœur. D'accord. Et donc, il a des soucis pour battre. Et dans votre cas, en fait, il battait tellement lentement que le sang s'arrêtait de circuler de temps en temps. Parce que je me rappelle au début, donc il y a plus de 10 ans, les premières conférences, je disais, j'ai fait 22, 23 arrêts cardiaques sur une période de 8-10 heures, en fait. Il faut juste noter que ce n'est pas des arrêts cardiaques, mais en fin de compte, techniquement, c'est un peu la même chose. Il m'a dit, il n'y a aucune différence entre le fait que votre sang ne circule plus et un arrêt cardiaque, sauf que vous, on n'a pas eu besoin de relancer votre cœur, puisqu'il ne s'est jamais arrêté. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse qui est peut-être intéressante à soulever. Tu parlais de tes doutes par rapport au fait que ce soit réel ou fantasmé. Ouais. Voilà, les éléments aussi que tu partageais par rapport à ces voyages sont quand même assez troublants. On ne peut pas inventer une situation qui est confirmée ensuite. Et il y a les témoignages d'ailleurs dans le livre de tes proches qui racontent qu'ils ont exactement vécu ce que tu racontes. Oui, alors les témoignages des proches, ils sont intéressants, mais scientifiquement, on va dire qu'on ne va pas trop en prendre compte. Le témoignage qui est intéressant, c'est celui de l'infirmière que j'ai eu peut-être 10 ans après mon expérience. Et toujours pareil lors d'une conférence qui a confirmé en fait le fait qu'il y ait vraiment une salle de repos à droite de la salle d'opération dans laquelle je me suis fait opérer. Ça, ce témoignage-là, il est intéressant parce que moi, je dis, par exemple, derrière ce mur-là, il y a une salle de repos. Je ne sais pas, je ne connais pas les plans du bâtiment, je ne connais pas, voilà. Si tu me dis comment tu as pu savoir, je te dis, je suis passé à travers le mur et j'ai observé. Donc, mais là, le témoignage de cette infirmière-là est vraiment important parce qu'elle n'a aucun intérêt, en fait, à aller dans mon sens ou confirmer ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors que des proches, ils n'ont aucun intérêt non plus à confirmer. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais scientifiquement, on va moins prendre en compte ces témoignages-là. Donc c'est pour ça que je suis assez content d'avoir eu ce témoignage-là sur cette infirmière. Et puis j'aimerais en avoir un peu plus côté du Mexique, mais là c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Oui, évidemment. Ouais. J'aimerais revenir à ce que tu disais par rapport à ton grand-père. Selon toi, pourquoi il s'est manifesté à ce moment-là? Quelle était sa raison d'être?
Alors, moi, j'ai compris que donc on avait un guide, tous. Donc, tu as probablement entendu parler des gens, voilà, j'ai un guide, c'est un tel. Alors, souvent, on parle d'anges ou de choses comme ça. Moi, de mon expérience, en tout cas, je peux dire qu'il y a un guide. Et on est des familles d'âmes. Voilà, c'est-à-dire que tous les gens proches, en tout cas déjà dans la famille, et les gens proches avec qui j'ai vécu des choses assez importantes, font partie d'un groupe. Voilà. Et ce groupe-là, en fait, est géré par une personne, mais chacun, en fait, va à son tour, en fait, guider. Et là, pour le cas, mon grand-père, depuis 1984, il sert de guide pour mon groupe. C'est-à-dire qu'il a accueilli toutes les personnes que j'étais amené à voir après. Et j'avais des beaux-frères aussi. Enfin voilà, c'était pas forcément famille de sang, enfin, c'est aussi par alliance et tout ça. Mais donc il était là, il sert de guide. Et guide, en fait, il faut comprendre ça comme ça. C'est quelqu'un qui connaît l'environnement, qui a déjà observé, enfin fait des choses là, et il vient simplement, voilà, accompagner en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. C'est ça aussi que j'aimerais bien faire entendre sur le guide. C'est quelqu'un qui a une connaissance, mais qui va t'accompagner sur ces choses-là. Et je sais par contre que je remplacerai mon grand-père. J'ai eu des discussions avec mon grand-père pendant mon expérience et puis surtout beaucoup après, puisque je fais l'écriture automatique. Et, il a tout un tas de choses qu'il souhaiterait revivre différemment et tout ça. Et moi, ma question simple, je lui dis bah, pourquoi tu fais pas, parce que voilà. Elle me dit mais j'attends que tu viennes parce que du coup je sais que moi je prendrai sa place pour un temps bien défini et j'accueillerai aussi à mon tour tous les gens qui font partie de ma famille d'âmes. Et je dis famille d'âmes parce que ça reste pas que famille, voilà. C'est vraiment des gens et qui ont besoin d'être rassurés, parce que on peut avoir besoin d'être rassuré. Moi, je suis rentré dans cette expérience et dans la mort quelque part avec une facilité. Voilà, moi, je suis un garçon assez curieux et comme il n'y avait aucune douleur, enfin voilà, c'était pas, voilà, pourquoi pas vivre des choses intéressantes, voilà. Mais je sais que ça peut des fois freiner quelques personnes. Et donc, on est accueillis par, là, moi, en l'occurrence, c'était mon grand-père. Selon toi, certaines personnes, une fois qu'elles sont décédées, elles font le choix de devenir un peu des guides pour aider les autres à traverser? Ça peut être un choix, mais c'est un mécanisme. En fait, j'ai pas l'impression, je suis sûr, que ce soit la vie ou l'au-delà. En fait, c'est de l'horlogerie, mais enfin, avec une précision incroyable. Enfin, l'univers aussi. En fait, on a tous entendu parler. Enfin, voilà, tout ça, c'est une logique. Il y a un mouvement. Il y a des choses comme ça qui se passent. Donc, je suis pas sûr que ça soit vraiment poser sa candidature pour être guide ou pas, ou est-ce que je veux le faire ou est-ce que je veux pas le faire. J'ai l'impression quand même que ça s'impose quelque part. Alors, c'est pas une contrainte ni une punition, mais parce que de l'autre côté, ça se passe vraiment, voilà, dans un autre, comment dire, une autre dimension. Enfin, il y a vraiment pas ce truc. Il fait ça vraiment avec joie et il attend forcément le moment de pouvoir revenir. Mais si tu décides, ou en tout cas si tu es guide, quelque part tu es bloqué pour le fait de retourner pour pouvoir revivre les choses. Très bien. Alors, une grande partie du livre est construite sur ton récit, mais pas seulement. Dans les chapitres 4, 5 et 6, tu reviens sur tout ce qui s'est passé après cette expérience de mort imminente, donc ce parcours qui a été assez difficile. Il y a eu beaucoup de choses, j'imagine, à accepter et qui ont amené des gros changements dans ta vie. Tu dis à un moment donné dans ton livre, « Avant, je n'étais qu'une carte bleue, un fantôme ». Donc voilà, même ton regard sur toi a évolué avec cette expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu en as retiré? Ce que j'en dis, c'est que j'ai moi eu la chance de m'observer de très très haut, vraiment très très haut. Donc je me suis observé vivre. Et quand je dis que j'étais qu'une carte bleue et un fantôme, je m'explique, c'est que
Forcément, dans la société aujourd'hui, on court tous un petit peu quand même après l'argent, après le succès, enfin, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est ce côté carte bleue, ok. Mais qu'est-ce que je suis moi au fond et derrière tout ça? Et moi, ce que j'ai pu observer, ça me plaisait pas. C'est pour ça que je dis que j'étais un fantôme. J'étais pas vraiment en phase avec ce que j'étais venu faire ici. Et là, je l'ai compris depuis 2009. Je suis né en 1972, donc ça fait plus de 30 ans en fait d'errance. Moi, je dis, je suis rené en 2009. Alors, c'est assez rigolo parce que René, c'est le prénom de mon grand-père. En 2009, j'ai vraiment eu l'impression de, voilà, pendant longtemps encore, je disais, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans. Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être en pleine possession de ma vie, de ce que je suis venu faire ici depuis 2009. Pour toi, c'est un vrai cadeau. Ça a permis de retrouver justement la vie qui te convient vraiment et de vivre pleinement celle-ci aujourd'hui, c'est ça? C'est un cadeau aujourd'hui, mais ça l'a toujours été. Parce qu'en tant qu'expérienceur, alors on dit, je doute pas. Si j'ai envie, je fais. Si j'ai pas envie, je fais pas. Maintenant, si quelqu'un m'écoute et qui se sent ce fameux fantôme, la carte bleue, il va dire ouais, ben ok, je vais essayer de faire un petit peu plus. Ça sera, je pense, un tout petit peu plus difficile pour lui parce qu'il n'a pas cette expérience-là. Le fait d'avoir fait l'expérience, je sais moi, c'est pour ça que je parle beaucoup sur Internet ou partout, pour influencer ça. Faites-vous confiance, faites les choses parce que vous verrez, vous craignez rien. Mais je sais que ça sera plus difficile pour quelqu'un qui est en train de nous écouter parce qu'il y aura des doutes beaucoup plus importants que ceux que je peux avoir moi aujourd'hui. Je doute de rien, j'ai pas peur de grand chose. Et ça peut paraître bizarre, livré comme ça, hein, mais j'aime bien avoir peur, j'ai pas peur d'avoir peur aussi, parce que ça veut dire que je vais sur des choses nouvelles et tout ça. Mais les doutes, non, j'en ai pas, parce que si je doute, je sens tout de suite que c'est pas pour moi, et donc je change de chemin et je fais autre chose. Et je m'accroche pas. Voilà. Normalement, ça doit être fluide et voilà. Mais quand tu observes ça de l'extérieur, ça peut être compliqué. Je me remets à la place de mes parents qui m'entendaient dire, derrière mon arrêt maladie, j'avais 1 an et demi, presque 2 ans d'arrêt maladie. Je commençais à dire, je ne travaille plus pour personne. Voilà, je ne travaille plus, ça ne m'intéresse pas. Et je vais faire ce que je veux. Ça peut être inquiétant quand même, surtout quand tu as des enfants, des trucs. Enfin voilà, ils se sont dit, ça y est, il a pété un plomb, et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors que dans ce que je disais, je n'ai jamais dit que je ne travaillerai plus jamais. Je vais travailler différemment, je vais faire les choses qui me... Voilà. Et on a beau me dire non, fais pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou... Moi, je me pose toujours la question, j'ai envie de le faire, alors c'est comme ça que j'y vais. Et jusque-là, ça se passe plutôt pas mal, je crois. Donc toi, tu as eu finalement ce déclic qui t'a permis de changer. Pour la plupart des gens, comme moi, comme les gens qui liront ce livre, qui n'ont pas été des expérienceurs, comment, selon toi, ce livre et ce récit, ils peuvent les aider justement aussi à aller vers un changement? Eh bien, il peut facilement, parce que le retour que j'en ai, en fait, à chaque fois que quelqu'un a lu mon livre, ou sur des commentaires, ou des choses comme ça, on me dit quoi? On me dit merci. Et qu'est-ce qui vient derrière? Merci parce que j'avais très peur de la mort, j'ai plus peur aujourd'hui. Parce que je vous ai lu. Donc là, on est encore dans une croyance, moi je suis dans l'expérience. Mais c'est déjà bien parce que du coup, moi je me suis rendu compte aussi que je n'osais pas vivre parce que j'avais peur de la mort. Et du coup, en lisant ce livre-là, bah, ça peut enlever ses peurs et ses angoisses sur la mort et permettre d'aller vivre en fait, ou en tout cas de devenir comme moi, de dire, ben voilà, j'ai envie de faire ça, ben je vais y aller. Souvent, c'est les gens disent, ouais, mais je vais attendre et quand on sera en retraite, on fera ci, on fera ça. Et moi, je dis, mais t'es sûr que tu arriveras jusqu'à la retraite ou non, si tu as besoin ou envie de faire quelque chose, fais-le maintenant. Parce que c'est comme ça qu'il faut vivre, en fait. Voilà, et donc, c'est un peu ça. Ce livre, ou en tout cas, mon témoignage sur quand je suis à l'extérieur, dans les conférences ou des choses comme ça, il n'a qu'un seul but, c'est d'enlever la peur et l'angoisse de la mort.
Ou alors d'aider aussi dans le deuil, la compréhension du deuil. J'ai eu beaucoup de cas, des dames qui avaient perdu des jeunes enfants et tout ça. Derrière une conférence avec moi, c'est beaucoup plus apaisé. Parce qu'elles arrivent justement à comprendre des choses, à faire leur deuil, comme on dit, hein, voilà. Et ça leur permet de vivre des choses beaucoup plus sereines, ou en tout cas justes pour elles. Parce que c'est ça aussi qu'il faut penser. Le deuil, je sais ce que c'est pour l'avoir vécu quand même plusieurs fois. J'ai perdu plein de personnes. Et il faut se dire toujours, si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais je ne suis pas là pour souffrir du manque de l'autre. Et puis c'est ce que je dis souvent aussi, essayez plutôt de transcender. Parce que souvent on me dit, ouais, mais je partageais beaucoup de choses avec la personne et tout ça, et elle n'est plus là. Mais j'ai faites-les quand même. Et vous verrez que vous partagerez aussi. Ça me fait encore des frissons. Parce que les personnes ne sont plus là physiquement, mais énergétiquement sont là aussi. Et donc ils sont dans le partage. Enfin, ils sont aussi dans le profit de ce qui se passe. Et mieux on va se porter nous ici, mieux ils se porteront eux de l'autre côté. Et c'est pas qu'on va vraiment interagir sur ce qui peut être de l'autre côté, hein, parce que ça serait vraiment... non, c'est assez puissant de l'autre côté pour pouvoir supporter tout ce qui se passe ici. Mais c'est quand même plus agréable. Enfin, voilà. Donc si on veut faire du bien à l'au-delà, on va dire, hein, quand on est en deuil, on vit les choses au maximum. Et là, on fera vraiment du bien. Donc ce livre, oui, quoi te dire, il peut déclencher ça. Il peut initier ça, en fait, chez beaucoup de personnes. Et, voilà. C'est dans les retours que je peux en avoir, voilà, c'est ça. Et il est vraiment fait pour ça. Parce que moi, quand je suis sorti du coma, les premières choses que je me suis dit, c'est « faut pas que je garde ça pour moi ». Parce qu'avant ça, j'avais très peur de la mort, j'étais très angoissé de tout un tas de choses. Et quand je me suis aperçu de tout ça, j'ai dit « mais c'est pas possible, quoi ». Enfin, voilà. Et t'as pas le droit, j'aime pas dire ce mot-là, parce que, comme je te dis, je fais ce que je veux. Donc t'as pas le droit, ça fonctionne pas avec moi. Mais voilà, il faut pas garder ça pour toi, en fait, il faut le partager. Donc du coup, ça a été fait un petit peu pour ça aussi, quoi. Voilà. Les conférences, moi les premières conférences, je pourrais demander à ma compagne, j'étais pas, voilà, parler devant un public et m'exprimer, c'était pas forcément la chose que je faisais le mieux. C'était pas un plaisir pour toi de le faire. Plus il a fallu se mettre en avant, oui. De nécessité. C'est ça. Mais enfin, je peux pas faire autrement que d'en parler. C'est Nicole Dron qui dit ça aussi, c'est assez intéressant. Donc une autre expériencieuse, je ne sais pas si tu la connais, mais qui dit ça pourrait nous tuer de nous taire, enfin, tu vois, parce que là, réellement, on pourrait devenir fou, comme on appelle ça, voilà. Il faut vraiment libérer ça et le partager au maximum, quoi. Et donc, du coup, les retours que je peux avoir jusqu'ici, mais ça me nourrit, voilà, les gens n'imaginent même pas, parce que quand quelqu'un te dit merci, moi, non, c'est moi qui vous remercie, parce que du coup, il y a une interaction, il y a une connexion, et j'ai réussi à partager ce que je voulais absolument pas garder pour moi, quoi. Enfin voilà, donc moi quelque part, je fais ma part. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que je le prends. Et c'est pas une croisade, hein, mais je me dis, ouais, plus je vais pouvoir apaiser de personnes avec mon témoignage et mon discours, c'est chouette, quoi. Parce que j'ai vécu d'un côté, et maintenant ce que je ressens et ce que je peux expérimenter aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et moi, je souhaite cette expérience-là à tout le monde. Vraiment. Et souvent, les gens disent, oui, mais c'est quand même... Alors oui, au moment où tu le vis et tout ça, c'est assez terrible, hein, entre la vie et la mort, et tout ce qui s'ensuit derrière, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gai à aller vivre. Mais alors derrière, tout ce qui se déclenche, ouais, c'est vraiment... donc c'est... Ouais. Donc tout ça, là, c'est fait pour ça. Vraiment. C'est magnifique. Et c'est vrai, tu parlais de la peur de la mort. Qu'on y soit conscient ou pas, finalement, on a tous, à une certaine échelle, peur de la mort, que ce soit pour soi ou pour les autres. Et ça nous bloque dans plein de choses. Et donc, si on peut travailler là-dessus, et si ton témoignage peut aider, c'est vraiment magnifique. Oui. Tu dis, à un moment d'ailleurs, à propos de la mort, dans ton livre, tu dis « La mort n'est pas la fin de tout, bien au contraire ». Oui, c'est le début. Enfin, moi, je prends ça pour le début, ouais.
C'est très fort de dire ça. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Non. Pourquoi le début? Le début à quoi? C'est pas le début, c'est une continuité. Ouais. Mais alors qui est décuplée par tout un tas de sensations qu'on n'a pas là aujourd'hui ici. Alors certaines que moi j'ai gardées, je suis un mauvais garçon, je garde des trucs de l'autre côté. Mais cette sensation d'interconnexion, voilà, c'est juste formidable, quoi. Et après, tu sais, c'est ce que je dis souvent, là on pourrait chacun avoir un gros souci cardiaque et décéder là dans le fauteuil, on est en train de discuter, dans les premières secondes, on serait encore en train de discuter. Et puis après, tout de suite après ça, on irait faire chacun ce qu'on a à faire. Mais c'est vraiment ça, il faut comprendre quand on dit, voilà, la vie, la mort. Moi, quand je dis ça ne s'arrête pas, c'est le début. Maintenant, c'est juste que ce que je suis et ce qui est en train de communiquer avec toi va s'arrêter, forcément, ça c'est la matière. Mais ce qui fait que ce que tu as devant toi communique, c'est animé par une énergie. Et cette énergie-là, elle va finir sa phrase peut-être parce qu'elle est polie, mais après, elle va aller faire ce qu'elle a à faire. Et ça, c'est juste magnifique. Et après, la rétrospective en fait, de ce que tu as été amené à faire ou pas faire, vont te donner envie ou pas de revivre les choses. Ou, voilà, souvent, les gens disent aussi « Ah, j'espère ne pas revenir ». Ça, vivez au maximum ce que vous devez vivre ici, parce que du coup, derrière, il y a des frustrations qui peuvent se déclencher. En tout cas, des envies. Et moi, si j'ai plus envie de rien, voilà, je reste là où je suis et je suis très bien. Tu donnes d'ailleurs plusieurs conseils. Tu parles beaucoup de l'intuition, par exemple, ou d'apprendre à s'écouter, qui sont autant d'éléments qu'on peut mettre en place sans vivre une expérience de mort imminente. Tu donnes même un exercice, enfin un conseil. Est-ce que tu peux partager cet exercice ici? Souvent, je pose des questions. Et là, tu vois, donc tu as eu un oui dans la tête. Ouais, d'accord. Mais par exemple, voilà, basiquement, on va faire ça parce que du coup, on est filmé et voilà, il y a des gens qui sont censés regarder. Donc on va poser la question, est-ce que vous pensez que depuis le début, ce qu'on vous dit, c'est intéressant? Et donc là, tout le monde derrière son écran, c'est soit il y a oui, soit il y a non. S'il y a oui, on continue à écouter, à observer ce qui se passe. Et puis si c'est non, on éteint sa télé, son ordinateur et on va faire autre chose. Ça s'appelle s'écouter. Et ça marche pour tout en fait. Voilà. Et donc dès que j'ai oui, je mets toute mon énergie dans la direction du oui. Dès que j'ai non, je mets toute mon énergie dans la direction du non. Et donc pour ceux qui sont encore là ici, voilà, parce qu'il y en a peut-être qui ont éteint, et bien du coup, ils savent qu'ils sont vraiment sur leur chemin et il y a peut-être encore quelque chose à apprendre ou à partager par rapport à tout ça. Et régulièrement, on se pose toujours la question. Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, moi tu sais, jusqu'à ce matin quand je me lève, voilà, je sais que je dois venir ici. Voilà, si ça fait non, tu ne me vois pas. Alors après, par politesse, on envoie un message, voilà, désolé, on invente n'importe quoi et on n'est pas là. Mais si je suis ici, c'est parce que j'ai envie d'être ici. Voilà, c'est vraiment... et comme à chaque fois aussi, et je le répète, eh bien, il se passe des trucs formidables, en tout cas, quand on a terminé sa journée et qu'on fait le bilan un peu de tout ça, on a passé une journée sympa. Et bien moi, j'essaye de faire ça sur toutes mes journées. Donc c'est vraiment simple, s'écouter, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, il ne faut pas aller chercher plus loin. Alors après, les gens, oui, mais... Enfin, c'est souvent quand tu as des questions un peu... voilà, ça peut être sur le travail, mon travail ne me plaît pas. Et souvent, je dis aux gens, là, on est samedi, donc lundi, n'allez pas travailler. Ils vont dire oui, mais non, enfin voilà. Donc je sais que ça peut être compliqué, mais quand je dis mettre toute son énergie vers le oui ou vers le non, ça veut dire que j'avance petit à petit vers cette direction. Si c'est mon travail qui ne m'intéresse pas, forcément, lundi, je vais y aller quand même, mais je vais mettre en place tout un tas de choses pour me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre, comment je peux essayer de... Et petit à petit, toute mon énergie va vraiment aller sur le non, je ne vais plus aller travailler là, mais je vais trouver autre chose pour aller... Donc c'est vraiment ça. Et se faire confiance, du coup. On verrait sur les... Faites des petites expériences comme ça, voilà. Et souvent, les gens disent « Ah, mais de toute façon, je suis ici et c'est pas... » Enfin, dans une situation voilà, bien donnée. Je savais que ça allait pas être bien, mais je suis quand même là. Voilà. Souvent, on entend le non, mais on y va quand même. Et il ne se passe pas des choses formidables. Et ça, je n'invente rien. Tout le monde, en fait, peut être amené à se dire « Ah bah oui, effectivement, ça, j'ai déjà vécu ça. » Bon, alors, écoutez-vous.
Et puis vous verrez qu'en fin de compte, et je ne cherche pas à savoir ce que ça va être demain. Peu m'importe, en fait. C'est vraiment, voilà, toutes les situations qui vont se proposer à moi de maintenant à demain, bah, ça fera oui, ça fera non, et je me laisse guider comme ça. Donc voilà un peu comment s'écouter. Et ça fait du bien. C'est vraiment vivre dans l'instant présent. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais là, on n'est pas dans la théorie, quoi. C'est très concret. Oui, parce que il y a beaucoup de choses qui sont utilisées comme lâcher prise, tout ça. Moi, j'aime pas trop utiliser ça parce que c'est utilisé un peu à tort à travers. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Ça veut dire que si ça fait non, je saisis plus. Voilà, ça fait non. Et au revoir, messieurs, dames, et je vais faire autre chose. C'est ça, lâcher prise. C'est pas, je sais pas quoi, Donc il y a tout un tas de. C'est assez simple. Voilà, c'est oui, c'est non. Si je suis capable de répondre, ou en tout cas dans la matière, hein, j'entends. Par exemple, tu me dis ton travail te correspond pas, donc voilà, ça va faire non. Bon, ben, demain, j'y vais pas. Si tu es capable de poser une démission et d'aller faire autre chose, c'est OK. Mais tu as des gens qui vont avoir peur. Donc, j'y vais à mon rythme, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il ne faut pas observer l'autre non plus, à dire comment ça se fait que moi, je suis encore à la traîne alors que les autres sont déjà devant. C'est juste parce que moi, j'ai besoin de plus de temps et ce n'est pas le problème, en fait. Je ne perds jamais mon temps, en fait. Mais il faut vraiment que j'observe bien et que j'avance à mon rythme, en fait. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, comme on dit, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc s'écouter, c'est ça. Et c'est pas écouter les autres, c'est pas observer les autres, c'est pas se comparer aux autres, c'est s'écouter soi. Il y a des choses qui t'intéressent toi, dans l'actualité et tout ça, on n'y va pas là, mais c'est juste pour te dire. Et ces choses-là, moi, m'intéresseront absolument pas. Et bien c'est OK, voilà. J'entends, j'espère que tu entends, et puis on en reste là. Et chacun fait ce qu'il a à faire. Et j'essaye pas de convaincre qui que ce soit. J'essaye pas de forcer quoi que ce soit, en fait, ça ne sert à rien. Donc si ça force, c'est que c'est pas pour moi. Donc voilà, il faut vraiment laisser faire les choses comme ça. C'est intéressant et c'est pas facile à mettre en place, mais je pense que justement ton livre aide aussi à trouver ces outils pour mieux s'écouter. C'est assez perturbant pour moi parce que c'est tellement logique et simple que voilà, je peux comprendre que pour certains, voilà, ça soit plus difficile que ça. Mais c'est vraiment s'écouter. Tout le monde, dans l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, je suis sûr à 100% que tout le monde a eu ce fameux oui ou ce fameux non dans la tête. On s'entend parler en fait, donc on s'écoute. Voilà. Et tout le monde sait, oh, je devrais m'écouter, mais je ne sais pas trop. C'est le oui, c'est le non qui est dans ta tête. C'est aussi simple que ça. Et l'énergétique de l'autre côté, c'est aussi simple que ça aussi. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de. Je disais tout à l'heure, pour des soins, je peux faire ça sur une terrasse de café ou dans une salle de soins avec un environnement spécifique à ça. Mais ça ne va pas moins être efficace sur une terrasse de café qu'ailleurs, quoi. Donc c'est simple, les choses sont simples. Voilà. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, après cette expérience de mort imminente, tu t'es rendu compte que tu avais des capacités de magnétisme. Tu en parles aussi dans le livre. Tu t'es rendu compte aussi un peu par accident que tu avais des capacités aussi médiumniques. Ouais. Des défunts qui se manifestaient à côté de toi, sans forcément que tu les cherchais d'ailleurs. Oui. Je le cherche jamais. C'est intéressant parce que j'en ai encore parlé hier de ça. Et ça m'a rassuré parce que j'ai trouvé le moyen de verbaliser tout ça. Voilà. Oui, j'ai des perceptions médiumniques, mais je ne suis pas un médium. Alors oui, je peux être un médium, mais je ne veux pas être un médium. Voilà, je vais m'expliquer comme ça. C'est-à-dire que j'aime pas aller en force et chercher des messages. Je m'estime assez ouvert à ça pour que s'il y a quelque chose qui doit se présenter ou venir communiquer, je le perçoive et on communique et il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis, c'est souvent lors de soins et ça arrive, voilà. Et donc je fais ce qu'il faut en communication et je transmets à la personne concernée. Mais souvent, voilà, on peut être amené à m'appeler pour avoir des perceptions médium comme n'importe quel médium pourrait le faire. Ça,
je le mets un peu de côté en fait. Je le refuse et j'ai compris pourquoi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va forcer les choses. Maintenant, si c'est là, c'est là. Et voilà. Et je suis un médium thérapeutique. C'est-à-dire que si la personne a vraiment besoin d'un message, et souvent c'est des mots qui pour moi veulent absolument rien dire, mais je les transmets comme je les reçois, et ça parle tout de suite à la personne en face, et ça lui permet en fait d'aller un peu plus loin dans le processus, soit de deuil, soit enfin, voilà, de soins. Je me suis aperçu dans les soins aussi, on s'en est rendu compte là, hier ou avant-hier, mes soins aussi souvent, alors sans parler de médiumnité, vont aller sur le transgénérationnel, mais souvent dans l'enfance, de la personne que je suis amené à avoir en soins. Et tous les blocages et toutes ces choses-là qui sont, en tant qu'adulte, insignifiantes, viennent marquer quand même, je les ressors pendant le soin, et ça vient régler des choses. Voilà, ça peut être aussi particulier chez moi, en tout cas, ou lors de mes soins. Et je ne sais pas si on peut appeler ça de la médiumnité, parce que je suis vraiment avec l'énergie de la personne. Je peux te parler de ton enfance, en fait. Donc c'est pas, voilà, c'est vraiment ton énergie qui, je viens lire, en fait, voilà, cette trame-là, mais elle t'appartient, elle est encore là. Et puis parallèlement à ça, ben, il peut y avoir des interactions extérieures, là, par contre. Tu veux dire que finalement, depuis cette expérience de mort imminente, cette EMI, tu as gardé des perceptions plus fines ou différentes de celles qu'on connaît habituellement, même quand tu es en rapport avec quelqu'un? Pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet des expériences et expérienceurs, on appelle ça la dissociation. Généralement, ça ne dure pas très longtemps derrière l'expérience. Qu'est-ce qu'on appelle par la dissociation? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais que je suis deux, une énergie, un corps, et que je suis bien plus souvent énergie que corps, c'est-à-dire que j'arrive à m'observer vivre, là même encore maintenant, ou voilà. Enfin, c'est pour ça que des fois, je peux être un peu dans la lune, ou je ne sais pas où, quand je parle, je ne sais plus ce que je suis en train de dire, parce que je suis vraiment plus dans mon corps, mais je suis en train de me promener. Pas très loin, hein, assure-toi, je vais rester un peu encore avec toi. Mais... Et donc, c'est ça. Et quand on est énergie, on a cette espèce d'accès à ton énergie, à l'énergie de... Voilà, parce que l'espace qui nous libère, enfin qui nous sépare, toi et moi, est rempli en fait d'énergie, de choses qui ne sont pas palpables là tout de suite, mais voilà, donc dès que tu es dans cet environnement-là, donc en dehors du corps et de la matière, ben voilà, donc tous les expérienceurs, en fait, on dit, on a mis le pied dans la porte, c'est juste pour mettre un terme sur ce qu'on peut être amené à vivre. Mais tu imagines que mettre le pied dans la porte, ça veut dire qu'il y a un extérieur, il y a un intérieur, voilà. Mais donc mon corps et l'extérieur, l'énergétique ou l'au-delà, ou peu importe comment on va appeler ça, moi, pour moi, c'est quotidien, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de séparation. Alors il y en a une, oui, effectivement, le corps, mais sinon, voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut appréhender ce qu'on peut être derrière une expérience. Donc forcément, derrière ça, ben, on appelle ça des capacités médiumniques. Ouais, ok, moi je suis magnétiseur aujourd'hui, pourquoi? Parce que je comprends l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre l'énergie? Mais ben, voilà, je passe mes mains au début, je faisais un peu n'importe quoi, enfin n'importe quoi. Je faisais des choses et je ne savais pas ce que je faisais. Et ça a soulagé les gens, donc j'ai dit tiens, c'est bien. Et après coup, ben, j'ai quand même commencé un peu à regarder à ce qui se passait, parce que j'avais des visions des organes, par exemple, et je commençais à dire votre estomac est en train de me dire ça, vos reins, mais j'avais des images très précises, et je pouvais me promener autour de l'organe. Enfin, c'est comme si tu avais une image, tu vois, un peu là devant toi, virtuelle, et que tu puisses un peu te promener comme ça. Voilà, dans mes soins, c'est ça qui se passe. Et ça m'a un peu perturbé au départ. Je me dis, tiens, viens voir effectivement à quoi ressemble cet organe, celui-là, celui-là. Et ouais, c'est particulier, c'est vraiment les images que j'avais en tête. Jusqu'à même, sur un cas, une dame qui avait des problèmes à l'estomac, et donc il vérifiait un peu tous les côtés, il n'y avait rien. J'ai dit, oui, mais moi je vois des choses derrière en fait. Donc il fallait vérifier, je ne sais pas par où, mais enfin voilà. Le problème était derrière, enfin l'estomac est derrière, voilà.
Et effectivement, elle avait des, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que mais c'est fou, je les ai vus. Enfin, parce que je me suis promené, j'aime bien dire ça en fait, ouais, promener dans le corps de la personne et t'observes tout ça. Enfin voilà, c'est ce qui, voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et tu penses que ce genre de capacité, c'est réservé aux personnes qui ont eu une EMI comme toi, ou c'est quelque chose qu'on peut développer chacun? C'est ouvert à tout le monde en fait. On est tous pareils. Sauf que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, là, par exemple, sur mon livre, en le lisant, que tu viennes derrière me dire j'ai plus peur de la mort et tout ça, ok? Je t'ai dit, il y a quand même, encore chez toi, peut-être, encore quelques petits verrous qui peuvent. Voilà, chez moi, ça y est, c'est complètement lâché parce que j'ai été dans l'expérience. Et bien, sur les soins et tout ça, c'est exactement pareil. Moi, si j'ai une perception, je ne vais absolument pas douter de savoir d'où elle vient et quoi que ce soit. Alors que toi, tu auras la même perception, mais tu vas douter. Et le fait de douter, ça va la rendre plus subtile, enfin moins saisissable. Et souvent, les gens disent ah, je vois chez moi des fois passer un peu un truc blanc ou un truc noir, mais bon, c'est la fatigue ou je sais pas quoi. Ouais, moi, quand je vois passer quelque chose chez moi, je sais bien que c'est pas la fatigue. Mais ça, c'est juste parce que, un, je fais confiance en ce que je reçois. Deux, enfin voilà, je suis vraiment là-dedans et je le ressens vraiment au fond de moi, tout ça. Parce que c'est cette connexion-là qui a été grâce à l'expérience de mort imminente. Mais n'importe qui peut avoir cette connexion-là. Elle est peut-être un peu plus compliquée à obtenir parce que il faut vraiment lâcher toutes ces peurs, ces craintes, ces doutes. Voilà. Mais si tu doutes pas, à mon avis, tu peux vite faire les choses. Tout le monde a de la chaleur dans les mains, tout le monde a, voilà. Maintenant, si tu dis, ben moi, je suis pas capable de magnétiser parce que mon grand-père n'était pas magnétiseur ou je sais pas quoi, ouais, ok. Ben donc, si tu le dis, c'est que voilà, donc t'es pas magnétiseur. Maintenant, si tu dis, ben ouais, mais moi, ça m'intéresse quand même et je veux quand même expérimenter le fait de faire des soins et tout ça, ben t'essayes. Je te prie de croire que la personne avec qui tu vas essayer va te dire ah, c'est rigolo, mais ça va mieux. Enfin voilà, c'est vraiment. Non, non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Les perceptions médiumniques aussi, tout le monde en a. Tout le monde. Souvent les gens disent ah, j'entends des fois. Enfin voilà, ça peut être un mot ou quelque chose, mais qu'est-ce que tu vas tout de suite dire? Tu vas te dire bah non, c'est pas possible, c'est pas. Tu as déjà entendu parler, les enfants de 0 à 7 ans, en fait, ils sont hyper connectés. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'ils ont tellement entendu dire 2 fois tais-toi, c'est n'importe quoi. Arrête de jouer avec tes copains virtuels ou absents. Enfin voilà. Donc après, toi, tu finis par te dire bon bah non, ça en fin de compte, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et puis ça s'éloigne de plus en plus en fait. Mais si à un moment donné ou à un autre, tu te dis bah non, en fin de compte, moi, je ressentais vraiment que c'était vraiment des personnages et on interagissait vraiment comme il peut se passer des choses différentes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, non, c'est accessible à tous. Et j'ai envie de dire que moins on se pose de questions, mieux on va arriver à faire les choses. Donc voilà, j'ai le même avis pour les formations et tout ça. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Il faut expérimenter les choses par soi-même. Alors oui, c'est peut-être long, c'est comme je disais tout à l'heure. Tu as besoin de 10 ans pour faire les choses et moi, 6 mois, voilà, ok. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas les faire. Et voilà, quelqu'un qui est vraiment intéressé par ça, le magnétisme par exemple, il y a plein d'exercices. Magnétiser des citrons, des tomates, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que tout le monde peut essayer. Et à mon avis, voilà, il y aura beaucoup de résultats, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux tout faire non plus, mais ça permet au moins de comprendre que tout le monde est capable de faire ces choses-là. Et si on est vraiment intéressé par tout ça, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Pas devenir magnétiseur pour dire je suis magnétiseur. C'est vraiment parce que je sens que c'est vers ça que je vais aller. J'ai envie d'être dans le soin ou dans l'énergie ou voilà. Et puis, il faut essayer. Dans le dernier chapitre de ton livre, tu reparles encore une fois de ton grand-père, parce que ton grand-père, alors tu l'as vu pendant ton expérience, mais tu l'as revu aussi après, et tu continues de le voir régulièrement, il t'accompagne.
Et tu as trouvé aussi un moyen très direct de communiquer avec lui, c'est l'écriture automatique. Ouais. Et tu as consacré un chapitre entier dans ce livre où tu retranscris ce que ton grand-père te dit à travers l'écriture automatique. Comment ça se passe? Ça se passe comment? C'est que ma compagne, Sabine, est très intéressée par tout ça. Voilà, les énergies, l'écriture automatique, la voyance, la médiumnité. Et elle me dit, ouais, mais toi, avec ton expérience, tu devrais essayer l'écriture automatique, ça devrait marcher. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas médium et tout ça. Voilà, d'aller chercher en fait, le contact, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais essayer. Et en fin de compte, c'est parti comme ça. On a essayé et ça marche très bien. Donc je me suis dit, eh ben, je vais garder cette communication parce que moi, c'est assez bizarre, c'est que j'ai envie de te dire, je n'ai pas besoin d'écrire pour l'entendre ou pour ressentir un peu ce qui se passe. C'est vraiment une connexion 24/24. Quand je suis amené à faire quelque chose ou quoi, enfin, je sens vraiment bien qu'il est là. Mais le côté écriture automatique aussi, je me dis, ah, je suis sûr que j'ai oublié plein de choses de mon expérience. Parce que c'est pareil, l'expérience de mort imminente, c'est quelque chose quand même d'assez particulier à ramener. Et le cerveau, en fait, va faire le tri un peu dans tout ça. Et va éjecter beaucoup de choses. Et je m'étais dit, ça serait assez rigolo d'aller rechercher en connexion avec lui pour vraiment réexpliquer tout ce que moi, j'ai complètement oublié. Donc voilà, ça est parti un petit peu de ça. Mais c'est surtout Sabine en insistance par rapport à essaye de le faire quand même, tu peux le faire, c'est quand même dommage de ne pas le faire. Donc je le fais effectivement, mais ça reste, alors je le précise, je ne prenne pas des appels pour avoir des pages d'écriture automatique. C'est quelque chose de très intime en fait, sauf le projet que j'avais d'essayer d'aller un peu plus loin dans mon témoignage avec lui pour ramener des choses, expliquer des choses. Mais sinon voilà, je le fais rarement pour une communication médiumnique comme on pourrait avoir besoin de le faire. Là, il y a des médiums qui sont très bien pour ça. En tout cas, c'est fascinant parce que bon, déjà, on sent que c'est plus la même écriture, c'est plus la même personnalité derrière, entre la première partie de ton livre et ce témoignage qui arrive à la fin. Et puis, c'est un vrai témoignage d'outre-tombe finalement, parce qu'il vient décrire ce qui se passe après la mort. Enfin voilà, c'est assez inédit, je crois, d'avoir le témoignage de quelqu'un qui est décédé, qui nous raconte comment c'est là-bas. Comment ça se passe là-bas, ouais. Et mon projet vraiment, c'est ça, c'est d'aller un peu plus loin. Et c'est assez rigolo parce que c'est déjà construit, enfin, ça existe déjà. Et ça, je l'ai eu parce que quand on fait des conférences, après ça, je ne sais pas si tu as déjà vu un peu ce qui se passe, il y a une séance médiumnique en public. Et donc, moi, j'ai fait la conférence avant et donc après, je reste dans le public. Et c'est rigolo, une fois, il y a une médium en fait qui se met comme ça, un peu comme ça. Et elle dit, ah, c'est rigolo, il y a un tas de livres en fait sous ses coudes. Et c'est en fait mon grand-père qui tape du pied pour dire, alors, quand est-ce qu'on s'y met et on y va. Enfin voilà, c'est vraiment... ça m'a toujours perturbé, mais c'est pas vraiment mon exercice préféré, donc du coup je freine un peu avec tout ça. Mais ouais, c'est bien, mais il m'a expliqué beaucoup de choses sur le temps. Alors moi, je l'ai au fond de moi, tout ça. L'explication, enfin, je le ressens. Mais c'est intéressant de pouvoir l'expliquer à celui qui n'a pas vécu cette expérience, que le temps, en fait, il est malléable et que c'est nous qui jouons avec, en fait. Et c'est vraiment assez intéressant, tout ça. Donc, ouais, c'est probablement un projet, ouais, mais... C'est un témoignage passionnant. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as finalement découvert, en même moment que tu écrivais, ce témoignage de ton grand-père? Bah, au début, j'ai eu un peu de mal parce que moi, j'écris, en fait, c'est-à-dire que j'entends déjà ce que j'écris. Il y a des gens qui vont écrire et qui vont découvrir ce qu'ils viennent d'écrire. Donc, j'ai eu du mal avec ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ouais, tu mentalises des trucs, tu les écris, c'est pas ton écriture, c'est bien, c'est tout attaché, voilà. Donc, après être passé là-dessus, en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que il y a quand même des réponses très précises. Enfin voilà,
C'est des choses comme si tu étais connecté en fait à encore quelqu'un qui observe de très haut et qui dit attention là donc il peut voir très loin, donc dans 10 ans ça va être comme ça et c'est pas forcément ce que tu dois t'amener à vivre, donc tac, tu peux. Mais on t'en dit pas trop quand même parce que le but de la vie c'est quand même pas que tu saches. Ça je l'ai compris aussi. C'est-à-dire qu'à notre naissance, on a tout. On a toute cette connaissance. Et après, ça se verrouille. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu puisses évoluer là-dedans sans trop en savoir. Parce que comme ça, selon la situation, tu vas voir toi comment tu auras réagi. Parce que si on te dit à l'avance ce que tu dois faire, ça risque d'être un petit peu ennuyeux, mais certains vont dire ouais, mais c'est bien comme ça, je check un peu tout ce que je dois faire et puis après je reviens plus. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, la vie c'est un jeu. J'aime bien dire ça, un jeu pervers, parce que on a la solution, tu as la solution, mais dans ton corps, en fait, c'est tellement verrouillé par l'éducation, enfin voilà, rien que le fait d'être un homme ou une femme, ça déjà, ça bouge plein de choses. Et donc, c'est quelque part, souvent les gens disent « Ah, mais j'ai l'impression que de là où ils me regardent en rigolant, mais c'est de là où tu te regardes en rigolant. » Ça va même plus loin que ça, en fait. C'est quand je te dis en dissociation, j'arrive à m'observer dans la vie, c'est juste parce qu'en fait, je suis en train de regarder ce que je suis en train de faire. Mais je suis en train de faire matière, quoi. Enfin voilà, qu'est-ce que je suis capable ou pas de faire ou de pas faire. Enfin voilà. Donc on pourrait en parler des heures et des heures de tout ça, mais c'est vraiment tout ce côté-là qu'il faut être capable de saisir. Ouais. C'est fascinant et c'est vrai qu'on pourrait encore en parler pendant des heures et pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, moi je recommande vraiment de lire ton livre parce que il rentre encore aussi plus loin dans toutes ces explications fascinantes. En tout cas, merci beaucoup Frédéric. Et puis les personnes qui ont envie de découvrir ce livre, il est bien sûr possible de le commander directement sous cette vidéo avec le lien qui s'affiche. Et puis, j'espère que tout le monde fera de très belles découvertes. Et puis, ce que je dis à tout le monde, c'est bonne lecture de mon petit carnet de voyage. Ça, j'aime bien mettre ça en dédicace, parce que c'est vraiment ça en fait. Je suis parti en voyage et je vous raconte ce voyage et c'est vraiment chouette. Ouais. Mmh. Voilà, en tout cas, je souhaite à tout le monde de belles découvertes de ce carnet de voyage. Et un grand merci à toi, Frédéric, d'être revenu encore une fois. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci.